On a tendance à oublier que le terrain était extraordinairement favorable pour les OGM. Vous voulez dire avec ce contexte médiatique et de Ouais, débat public? pas dans les années 90 où effectivement scientifiques, publics, privés, industriels, décideurs publics et communicants se sont mis d'accord pour planter la chose. Allez. Mais dans les années 80, je me souviens que la première fois que j'entends parler des OGM, c'est famine en Éthiopie. C'est Michael Jackson, Lionel Richie qui nous font We Are the World. En France, c'est Jean-Jacques Goldman qui nous fait Chanson pour l'Éthiopie. Et à ce moment-là, que lit-on dans les journaux? Que les OGM sont la solution à la famine dans le monde. De quoi parle-t-on? De plantes qui vont utiliser moins d'eau, qui peuvent pousser dans des terres plus arides. On va pouvoir nourrir des populations qui n'avaient pas accès à la nourriture. Et de quoi parle-t-on? D'un bénéfice consommateur. Quand on fait la présentation de tout à l'heure, on insiste avant tout sur les bénéfices pour les producteurs, pas pour le consommateur. Oui, il y avait 2 points que je voulais souligner. Par rapport à cette question de la confiance de l'opinion dans les chercheurs, je pense qu'en fait, il faut distinguer deux figures du scientifique dans l'opinion. Il y a la figure effectivement du chercheur qui va donc trouver de nouvelles perspectives, etc. Et vous avez la figure de l'expert qui a un rôle bien différent puisqu'il est chargé de donner un blanc-seing, un feu vert à des innovations qui vont ensuite passer dans les usages de la vie courante. Et donc ce scientifique expert, il a un rôle fondamental dans la fiabilité du dispositif d'ensemble. Mais le consommateur, il fait la différence entre les deux figures, là? Je pense que quand on interroge les gens sur effectivement la confiance ou l'image qu'ils ont du chercheur, c'est plutôt le scientifique qui fait de la recherche fondamentale, qui réfléchit sur des problèmes, des enjeux globaux de santé, d'environnement, etc. Et donc là je pense qu'effectivement, l'image reste globalement positive, même s'il y a peut-être une... Voilà, de la recherche fondamentale. Mais l'expert derrière... Quand il s'agit de parler de l'expert et de son indépendance, des potentiels risques de conflit d'intérêts, là, les gens ont le sentiment qu'il y a un véritable problème, et ce qui est en partie vrai, puisqu'on sait bien que dans le domaine du médicament, il y a des dysfonctionnements graves qui ont conduit à de véritables scandales. Et ensuite, dans l'opinion, la figure de l'expert, on ne fait pas forcément la distinction entre ce qui se passe dans le domaine du médicament, de l'alimentaire, etc. Donc il y a une défiance par rapport à ça, avec au cœur la notion de conflit d'intérêts. Un deuxième point simplement sur ce qui vient d'être dit. Je pense qu'effectivement, un des handicaps des OGM, c'est que les gens ne saisissent pas clairement les consommateurs et les citoyens ne saisissent pas clairement quel est le bénéfice potentiel pour eux de ces technologies. Et je voudrais faire juste un parallèle qui vaut ce qui vaut, mais dans les 15 derniers jours, il y a eu 2 sondages qui ont été publiés. Un sondage sur la filière nucléaire. On sort d'un traumatisme très fort avec ce qui s'est passé au Japon. Et dans ce sondage, on voit qu'il y a à peu près un tiers des Français qui se disent hésitants, qui sont indécis, qui ne savent pas trop s'il faut sortir rapidement du nucléaire ou si c'est plus compliqué que ça, etc. Et pourtant, on sort encore une fois d'un contexte plutôt traumatique. Et dans ces 15 derniers jours, il y a un sondage qui est fait sur les peurs des Français par rapport à l'alimentation par le sociologue Claude Fischler. Et dans ce sondage, on voit que vous avez 90% des gens qui sont hostiles aux OGM dans l'alimentation. Pourtant, des scandales sanitaires directement liés aux OGM, il n'y en a pas eu récemment. Il n'y en a pas eu même du tout. La différence entre ces 2 sujets, c'est que dans le cas du nucléaire, les gens voient directement l'utilité de cette technologie dans leur quotidien chaque fois qu'ils utilisent un appareillage électrique et qu'ils se posent la question de l'alternative. Alors que dans le cas des OGM, le consommateur et le citoyen, ils ne voient pas clairement quel est le bénéfice à mettre en face des risques potentiels. Oui, j'ajouterais aussi un phénomène peut-être pour avancer là-dessus, c'est qu'on a été pendant très longtemps dans une logique sur laquelle tout progrès était positif. Au tournant des années 90 est apparue, je pense, dans l'opinion l'idée que tout progrès est accompagné de conséquences éventuellement négatives. On a eu, je pense, une erreur fondamentale de communication chez les industriels à propos des OGM, qui a été de ne pas tenir compte de cette logique-là et de ne pas mettre d'emblée sur la table les conséquences potentiellement négatives, les problèmes. On a eu une communication, je dirais, binaire, enfin avec un seul point de vue. Et il ne faut pas oublier qu'on n'a pas parlé d'un grand absent, mais on est dans cette période-là, qui est Internet,
qui est donc tout d'un coup une place publique qui change radicalement. Quand on a commencé à travailler il y a très longtemps maintenant avec mon ami Stéphane Billet dans la communication, on avait très très peu de canaux de communication et il y avait une parole officielle et une parole même experte qui était respectée et qui était véhiculée par des intermédiaires, la presse, qui travaille beaucoup avec les experts et avec les sachants. Depuis, on a eu une explosion des canaux et donc ça crée évidemment une place publique dans laquelle, si on communique, on doit prendre en compte cette complexité des choses et dès qu'on n'est pas complexe, dès qu'on ne laisse pas remonter le doute, l'interrogation, on crée de la perte de confiance et de l'opposition. Moi justement, alors c'est une question de communicant, du coup, du communicant responsable dans tous les sens du terme, mais là pour le coup plutôt responsable d'avoir fait échouer les choses. Est-ce que les politiques en général, quand les réformes ne convainquent pas l'opinion, disent « Ah mais on n'a pas assez communiqué ». Ils disent pas « On a mal » ou « Ils disent on n'a pas assez communiqué ». Est-ce que vous avez le sentiment qu'on n'a pas assez communiqué ? Moi j'ai le sentiment qu'on a trop communiqué. C'est pas une question de quantité de communication, c'est une question de fenêtre de tir. On en parlait tout à l'heure. Moi, je pense que le terreau, pour reprendre l'expression qui a été employée, va redevenir meilleur dans les années qui viennent. On vient de passer un cap démographique, qui est celui du 7 milliardième bébé qui est arrivé au 31 octobre dernier. On va devoir faire face, même si la démographie est décroissante, à une population planétaire qui va friser les 9 ou 10 milliards en 2050. La question de pouvoir nourrir tout ce beau monde se repose en des termes assez crus. La culture des OGM alimentaires est déjà une réalité à l'échelon mondial. Et de fait, on se rend bien compte, j'allais dire, de l'opinion publique cathare, française ou européenne, sur ces questions-là. Il ne faut pas le vivre comme une fatalité, l'arrivée des OGM, mais on va devoir et on va pouvoir en reparler, puisque quels que soient les scénarios pour nourrir tout ce beau monde, qu'on soit dans la poursuite de ce qu'on connaît déjà ou dans une révision globale des modes de consommation, etc., il faudra augmenter les rendements de 30 à 80% avec des terres agricoles qui vont diminuer en disponibilité parce qu'elles seront affectées à d'autres choses. Pour conclure sur ce thème-là, on est vraiment en France dans une idée que la nature est naturelle et les OGM apportent l'idée que la nature elle est trafiquée par des gens en blouse blanche dans des laboratoires. Et je pense que ça a été effectivement un élément de l'imaginaire, conscient ou inconscient, qui a été assez dramatique. La deuxième chose, c'est cette histoire de blouse blanche. Effectivement, les blouses blanches qui ont été, à travers les scandales qu'on a pu voir, en particulier le sang contaminé, puisque c'est le corps médical qui a été, et les politiques, mais le corps médical qui a été essentiellement mis en cause, avec Garetta, etc., ce sont les blouses blanches qui ont été terriblement discréditées, à tel point d'ailleurs que les personnalités qui se sont dégagées progressivement, et vous l'avez vu, et on les a tous en tête, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec le milieu scientifique, qui sont devenus pour la population, pour l'opinion publique, les porte-paroles, qui sont un photographe héliporté, un animateur d'émissions télé, une ancienne star du tennis reconvertie dans la chanson, un ancien Beatles. Voilà, c'est les gens qui portent aujourd'hui, pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne tient pas tellement compte du fait qu'ils n'y connaissent rien au sujet, ou très peu au sujet qu'ils abordent, pour certains d'entre eux davantage que d'autres. Je pense que Laurent, tu n'es pas tout à fait d'accord avec moi là-dessus, certainement, spécialiste des ONG, oui, mais allez. Il y a une connaissance qui est relativement faible, mais ça, à la limite, c'est pas très important pour l'opinion publique. Ce qui est important, c'est la sincérité des gens. Voilà. Et le problème, il est fondamentalement là. Est-ce que, et ça nous ramène à ce que disait il y a un instant Arnaud Lemoine sur qui paye les personnes qui travaillent sur et qui, etc., etc. Donc les intérêts financiers, les intérêts des entreprises, les intérêts des marques, et puis un corps de blouse blanche effectivement discrédité et qui est incapable de créer de l'empathie vers l'opinion publique. Alors on va le voir de tout ça derrière avec l'analyse point par point de deux communications.